Bonjour tout le monde, donc nous allons aujourd'hui passer au chapitre 2 qui est la première phase de la compilation, l'analyse lexicale. Nous essayons donc de reprendre cette phase en détail afin de présenter une manière de la mise en œuvre de la première phase de la compilation qui est l'analyse lexicale. N'hésitez pas s'il vous plaît à m'interrompre, à poser vos questions lors de la présentation. Prenez votre micro et n'hésitez pas à poser n'importe quelle question. Alors, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourra me confirmer que vous êtes bien en train de recevoir la présentation et le partage de mon écran? Pouvez-vous me confirmer que vous êtes bien en train de recevoir le partage de mon écran? Est-ce qu'un étudiant pourra me confirmer si vous êtes en train de recevoir le partage de mon écran, c'est-à-dire la présentation? Oui, vous êtes là? D'accord. Alors, donc nous allons continuer la présentation de la première phase de la compilation concernant le chapitre 2, l'analyse lexicale. Alors là, en fait, en résumé, ce que nous avons fait au niveau de l'introduction, nous avons présenté la compilation a été définie en tant qu'une fonction de transformation d'un langage source à un langage cible. Cette transformation doit préserver l'équivalence. Par la suite, nous avons présenté le compilateur et on a posé la question: c'est quoi le langage que nous allons utiliser pour écrire un compilateur? Nous avons abouti au résultat que nous pouvons utiliser le langage donc source lui-même, qu'on devrait le compiler à condition qu'on a deux points réunis là où il faut que le langage machine doit être inclus au niveau de notre langage source en tant que sous-ensemble, et on devrait avoir une suite d'inclusion à partir de langage machine jusqu'au langage source, et on devrait avoir donc une équivalence entre une composante inclus au niveau de notre langage source avec le langage machine. Ceci nous permettra d'utiliser le langage source lui-même afin de présenter un compilateur écrit à l'aide du langage source lui-même. Alors, par la suite, nous avons introduit les diverses phases de la compilation et on a parlé de l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique, l'analyse sémantique comme trois phases de compilation. On a présenté un exemple pour chaque phase de compilation et on a discuté les erreurs qu'on pourrait avoir au niveau de chaque phase de compilation. Aujourd'hui, nous allons reprendre la première phase qui est l'analyse lexicale. Nous allons essayer de la présenter en détail. Au niveau de cette introduction, aujourd'hui, nous allons parler au niveau de l'introduction des divers éléments que nous allons discuter tout au long de ce deuxième chapitre, cette première phase de compilation qui est l'analyse lexicale. Au niveau de ce chapitre, nous allons essayer de présenter des définitions et notations qui vont nous permettre par la suite de mettre en œuvre un analyseur lexical. Et la mise en œuvre d'un analyseur lexical, ça sera l'objectif de votre travail, le premier travail pratique. Ça sera donc de écrire un programme qui consiste à la mise en œuvre non pas de toute l'analyse lexicale d'un programme, mais nous allons essayer de mettre en œuvre pour chaque unité lexicale un analyseur lexical. Et par la suite, la réunion des divers programmes va former un analyseur lexical, c'est-à-dire un compilateur au niveau de la première phase de la compilation. Le troisième point que nous allons discuter au niveau de ce chapitre, ça sera les erreurs lexicales.
Alors, je commence par présenter quelques définitions et notations qui vont nous permettre par la suite de présenter une manière de mettre en œuvre un analyseur lexical. Notre idée sera très simple, sera de passer par une, si vous voulez, définition de chaque composante que nous allons la définir par la suite en tant qu'unité lexicale. Donc on commence par donner un modèle pour chaque unité lexicale. Par la suite, nous allons présenter une expression régulière pour chaque unité lexicale. Chaque expression régulière, on pourrait la présenter sous forme d'un automate et pour la mise en œuvre d'un analyseur lexical en programmant cette unité lexicale, il suffit de simuler l'automate ou de présenter un programme équivalent. Alors, pour les définitions, donc je vais commencer par définir déjà c'est quoi l'analyse lexicale et cette phase. Et aujourd'hui, nous allons ajouter deux autres points par rapport à ce qu'on a présenté au niveau de l'introduction. Alors, nous avons dit que au niveau de l'analyse lexicale, au niveau de cette première phase de la compilation, nous avons la lecture des caractères d'entrée. Nous allons les prendre un à un afin de produire comme résultat une suite d'unités lexicales qui sera exploitée et traitée par l'analyseur syntaxique. Ce premier point est un point principal et c'est ce que nous avons déjà présenté au niveau de, si vous voulez, au niveau de l'introduction. À ce point, nous allons ajouter d'autres points qui vont être effectués au niveau de l'analyse lexicale, mais vont être considérés comme des points secondaires et non pas des points principaux. Alors, par exemple, l'analyseur lexical, lorsqu'il va effectuer cette opération de compilation au niveau de la phase de l'analyse lexicale, il va commencer par éliminer tout ce qui est commentaire, tout ce qui est tabulation et tout ce qui est fin de ligne. Et aussi, il va générer des numéros pour chaque ligne. Et je vais m'expliquer. Donc, je vais prendre un petit exemple. Et là, je vais reprendre avec vous donc un exemple de l'analyse lexicale qu'on a traité ou quelque chose de similaire à ce qu'on a traité au niveau de l'introduction. Je vais considérer qu'ici, il y a une erreur, aussi bien lexicale et syntaxique, pour reprendre l'exemple donc si vous voulez, de l'introduction, quelque chose de très similaire. Là, je vais considérer donc un petit test et à la fin une incrémentation. Et là, je suis en train d'utiliser, afin de reprendre la différence entre analyse lexicale et analyse syntaxique. Alors, un exemple là où nous allons discuter un peu, nous allons reprendre un peu l'erreur lexicale et reprendre l'erreur syntaxique. Nous avons dit au niveau de l'introduction qu'au niveau de l'analyse lexicale, le compilateur va prendre les mots un à un de notre code source. Donc ça, c'est un exemple de code source auquel nous essaierons de faire une compilation. Alors le compilateur doit prendre les mots un à un. Il doit par la suite, on a dit, classer chaque mot au niveau de l'unité lexicale adéquate. Donc là, comme possibilité de faire cette opération, il va faire de sorte que if va être classé au niveau de, je vais dire, l'unité lexicale mot-clé. Par la suite, parenthèse ouvrante doit être classée au niveau de l'unité lexicale, je vais dire aujourd'hui séparateur, et on va reprendre avec les définitions. 1A, le suivant, donc 1A, il ne peut pas être classé en aucune
des unités lexicales. C'est pour ça que nous allons dire que il va représenter une erreur lexicale. Alors par la suite, je vais prendre point virgule et ça va être classé au niveau de l'unité lexicale séparateur. On va continuer, donc A doit être classé au niveau de identificateur supérieur opérateur relationnel, B identificateur, point virgule séparateur, A identificateur, donc opérateur de, si vous voulez, opérateur relationnel, donc séparateur, identificateur et jusqu'à obtenir le dernier séparateur. On continue à classer chaque mot de cette manière et lorsqu'on trouve qu'un mot ne peut pas être classé en aucune des unités lexicales prédéfinies, nous allons dire qu'il y a une erreur lexicale. C'est ce qu'on a dit au départ au niveau de l'introduction. Aujourd'hui, nous allons dire que si l'utilisateur, si celui qui est en train d'écrire ce code source, il va mettre des espaces, il va mettre des tabulations. Je vais dire ici, il pourrait aussi mettre des retours à la ligne, plusieurs retours à la ligne. Je vais juste changer un peu l'exemple. Il peut mettre plusieurs retours à la ligne de cette manière. Et dans ce cas, comment faire pour effectuer l'analyse lexicale? On a dit aujourd'hui au niveau de la définition que j'ai présentée qu'il y a la composante de analyser les diverses unités lexicales et classer chaque mot au niveau de l'unité lexicale adéquate. Mais nous allons ajouter à ça que au niveau de l'analyse lexicale, au niveau de cette première phase, on doit faire l'élimination de caractères inutiles comme commentaires, tabulation, fin de ligne, retour à la ligne si vous voulez. Et en plus de ça, nous allons aussi ajouter des numéros associés à chaque ligne, un numéro qui va aider à déterminer l'erreur et qui a été localisée se trouve au niveau de quelle ligne précisément. Je retourne à mon exemple. Là, lorsque nous sommes en train de faire l'analyse lexicale, à chaque ligne, donc nous allons associer un numéro. Donc ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne, ça c'est la troisième, ça bien que il n'y a rien mais c'est la quatrième ligne. Ici ça c'est la cinquième ligne, ça c'est la sixième, la septième ligne et enfin la huitième ligne qui a été donc présentée par le développeur au départ. Un numéro de chaque ligne sera associé. Par la suite, comme deuxième partie, on va reprendre ce même code et nous allons éliminer tout ce qui est inutile au niveau de l'analyse donc lexicale. Alors tout ce qui est commentaire ne va pas être pris en considération par l'analyse lexicale ni plus la syntaxique et non pas encore par l'analyse sémantique. Dans ce cas, donc, aucune phase de la compilation ne va prendre en considération les commentaires. Ce sont des commentaires qui ont été écrits par le développeur pour que lui arrive à comprendre ce qu'il est en train de faire. En plus de ça, donc au niveau de la deuxième ligne, nous avons des espaces vont être éliminés. Des tabulations, des espaces vont être éliminés car ceci ne change rien au niveau de l'opération de la compilation. Ils n'ont pas aucun effet sur la compilation. Ici, il y a des retours à la ligne vont être éliminés. Et ce que nous allons avoir, c'est que au niveau de la deuxième ligne, nous avons ce morceau de code. Et au niveau de la troisième, on a donc le début des instructions au niveau de la condition if. Par la suite, au niveau de la cinquième ligne, nous allons avoir ceci.
une instruction qui est l'incrémentation de B. Et au niveau de la 8e ligne, nous allons avoir donc la fin des instructions au niveau de la condition if. Ici, au niveau de notre analyse lexicale, donc pour cette erreur qui existe ici, donc considérant que nous n'avons pas respecté la grammaire de notre langage, rien ne va être signalé au niveau de l'analyse lexicale, mais simplement cette erreur à la fin doit être signalée. Ce que nous avons ajouté aujourd'hui, c'est que le traitement va se faire de cette manière. On commence par supprimer tout ce qui est commentaire. On commence par la suite, nous allons supprimer les espaces, les retours à la ligne. Mais nous allons garder le numéro de la ligne que nous avons au départ afin de dire à notre utilisateur s'il y a une erreur, elle se trouve. Donc si par la suite nous allons détecter que 1A est une erreur, ici on a détecté que 1 est une erreur lexicale, on doit préciser à celui qui est en train d'utiliser le compilateur que cette erreur se trouve au niveau de la ligne 2 du fait qu'on a accordé donc la ligne 2 à cette partie de morceau de code. La numérotation des diverses lignes, le numéro de ligne accordé à chaque ligne de code, servira par la suite pour préciser à celui qui est en train de développer que cette erreur lexicale se trouve exactement au niveau de la ligne 2. If, qui appartient aussi à la ligne 2, doit être classé comme unité lexicale mot-clé. La parenthèse ouvrante qui se trouve au niveau de la ligne 2, donc nous allons avoir pour chacun quelle est la ligne qui est, que ce soit nous avons réussi à faire donc la classification oui ou non, on doit préciser la ligne, car même s'il n'y a pas d'erreur lexicale, on pourrait trouver une erreur au niveau des phases suivantes. Et lorsque nous allons passer l'information que if est classé au niveau de l'unité lexicale mot-clé à la ligne 2, il se trouve à la ligne 2 à l'analyse syntaxique, un autre traitement va être effectué tout en sachant ce mot-clé, il appartient précisément à quelle ligne au départ de notre code. Donc nous avons dit que c'est pour ça ici au niveau de la définition, nous avons dit que on a deux nouvelles parties qui vont être effectuées au niveau de l'analyse lexicale à part la principale. Deux activités, si vous voulez, on appelle ça des activités secondaires, tâches secondaires qui vont être effectuées au niveau de l'analyse lexicale, qui ont pour rôle par la suite à faciliter à l'utilisateur de savoir l'utilisateur de notre compilateur, il pourra savoir l'erreur se trouve au niveau de quelle ligne pour qu'il puisse donc la corriger par la suite. Alors, ceci dit, donc nous avons actuellement la définition complète, si vous voulez, de la première phase de la compilation qui est l'analyse lexicale. Nous allons donc actuellement présenter une définition de l'unité lexicale. On dit que unité lexicale est une suite de caractères qui a une signification collective dans ce langage. Alors, une suite de caractères dont la signification collective est celle d'un mot-clé, donc va être classée au niveau des mots-clés. Une unité lexicale qui a une signification collective sous forme d'identificateur, elle va former une unité lexicale identificateur. C'est pour ça donc la signification, c'est pas au niveau du sens, mais c'est au niveau du fait qu'on a la possibilité de construire cette classe. C'est pour ça, pour chaque unité lexicale, elle devrait être définie par un modèle unique qui permet de faire cette opération de classification sans ambiguïté. Alors, ceci nous permettra de donner la définition suivante, qui est celle de modèle, mais juste avant, je donne quelques exemples d'unités lexicales. On a déjà donné ça au niveau de l'introduction, mais j'ajoute à ça. Et pour ces exemples que je vais donner actuellement, sont considérés comme connus
par tous les étudiants. Là, je vais donner l'unité lexicale de Oprel au niveau de le langage C. On trouve inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, sont des opérateurs relationnels que nous allons les noter comme Oprel, c'est-à-dire ils appartiennent à l'unité lexicale que je vais la noter Oprel. Alors, pour l'unité lexicale ident, ça va être l'unité lexicale des identificateurs. Ce sont tous les noms que nous pouvons accorder à une variable ou à une fonction. Donc, ce sont des identificateurs. Nous allons définir l'unité lexicale mots-clés. Donc, tous les mots-clés au niveau d'un langage C, if, else, for, while, il y en a plein, donc break, tout ce que vous voulez comme mots-clés, vont être classés au niveau de cette unité lexicale mots-clés. Et l'unité lexicale ici, séparateur, je vais la noter par sépare. Donc, tout ce qui va permettre d'indiquer le passage d'une variable à une autre par virgule, la fin d'une instruction, le début ou la fin d'une condition, d'accord? Donc, vont être considérés comme des séparateurs. Alors, j'ai dit que lorsque nous avons dit qu'un ensemble de mots qui a une signification collective, cette signification va se traduire par une définition sous forme de modèle de chaque unité lexicale. Et le modèle, ce n'est autre que une phrase par laquelle on pourrait définir chaque unité lexicale afin donc de connaître si un mot appartient oui ou non à cette unité lexicale. On devrait commencer par la définir à travers un modèle. Et ce modèle doit nous permettre de définir chaque classe d'unité lexicale sans ambiguïté, sans avoir donc d'ambiguïté si un mot par la suite appartient oui ou non à cette unité lexicale. Je prends un exemple. Si je veux donner un modèle pour un identificateur, on va dire et considérer identificateur au niveau de langage C, toute suite de caractères qui est composée de donc suite comme modèle de lettres, chiffres et tiré bas et ne commence pas par un chiffre. Et là, lorsque j'ai dit tout de suite, je peux ajouter ici donc je peux ajouter non vide pour ne pas prendre en considération une suite qui est vide. Alors, si nous avons une suite de lettres, de chiffres et tiré bas avec la condition qu'elle ne commence pas par un chiffre, ceci va nous donner, dans ce cas, le modèle de l'unité lexicale qui est que j'ai noté ident. Ceci nous donne le modèle de l'unité lexicale ident qui est simplement une définition, le modèle, qui nous permet de reconnaître les mots qu'on pourrait classer au niveau de la classe unité lexicale ident sans ambiguïté. Donc je peux ici, si je prends n'importe quel mot, donc si je prends M1, je vais prendre quelques exemples. Donc je prends M1 égale 1A qu'on a trouvé tout à l'heure, qu'on a utilisé au niveau de l'exemple de tout à l'heure. Est-ce que 1A respecte cette définition tout de suite non vide de lettres, chiffres et tiré bas? En fait, il vérifie cette première partie, mais il ne vérifie pas que la GE ne commence pas par un chiffre, ce qui n'est pas le cas, donc il commence par un chiffre. Donc ceci nous permet de dire que le modèle n'a pas été respecté pour M1, donc pour cela, il ne peut pas être classé au niveau de l'unité lexicale ident. Si je prends un autre exemple, alors je prends par exemple
M2 égale alors pour cette suite, donc toute suite non vide, c'est une suite non vide de lettres, chiffres, on a utilisé chiffres. Je peux, si vous voulez, effectuer une petite rectification pour avoir tous les caractères. Donc là, c'est une suite. On va même ajouter ici quelques lettres pour s'assurer qu'on a utilisé presque toute la définition. Donc, toute suite de lettres, il y a des lettres, il y a des chiffres, il y a tiré bas. Et comme elle ne commence pas par un chiffre, donc cette suite ne commence pas, elle commence par une lettre, donc elle ne commence pas par un chiffre. Dans ce cas, elle vérifie ce modèle et on pourrait, sans ambiguïté, considérer que M2 appartient, donc M2 appartient dans ce cas, puisqu'il respecte le modèle, il appartient sans ambiguïté à l'unité lexicale ident, comme cette suite elle vérifie le modèle de l'unité lexicale ident. Si vous voulez, on peut prendre un autre mot, là où nous allons vérifier si c'est un identificateur. Alors je vais prendre le mot qui est composé uniquement par le caractère, l'unique caractère tiré bas. Donc c'est une suite de chiffres, lettres tiré bas, comme il y a un tiré bas. Elle ne commence pas par un chiffre. Donc la même chose, M3 appartient à l'unité lexicale identificateur et on pourrait déclarer, par exemple, on pourrait avoir au niveau du langage C une déclaration de ce genre. Ceci est bien correct, donc on pourrait donner comme identificateur simplement le tiré bas. D'accord? Alors, ceci est dit, donc on a présenté, donc on a donné en détail ce qu'on pourrait avoir comme modèle, mais surtout, il doit nous permettre de déterminer, de connaître l'unité lexicale sans aucune ambiguïté, en présentant ceci à travers un ensemble de mots qui nous permet donc sous forme d'une définition, si vous voulez, littéraire, qui va nous permettre de déterminer quels sont les mots qu'on pourrait donc classer au niveau de cette unité lexicale sans ambiguïté. Alors, je donne donc d'autres exemples si vous voulez pour les trois exemples suivants, on va considérer donc que doivent être connus par tous les étudiants comme ça a été présenté au niveau du cours. Donc là, nous allons considérer que le modèle pour l'identificateur, le modèle pour le nombre et aussi le modèle pour un réel doivent être connus par tous les étudiants. Donc, on va dire que le modèle pour un identificateur, comme j'ai présenté tout à l'heure, toute suite non vide de caractères composés de chiffres, lettres ou symboles tirés bas et ne commence pas par un chiffre. Donc ça, c'est le modèle de l'unité lexicale identificateur en langage C. En langage C toujours, toute suite non vide de chiffres. Précédé, nous allons dire éventuellement, car on pourrait mettre ou ne pas mettre plus, moins avant donc d'écrire un nombre. C'est pour ça que nous avons dit éventuellement d'un seul caractère parmi plus, moins. On ne pourrait pas trouver plusieurs plus ou plusieurs moins. Et dans ce cas, M2 est un modèle de l'unité lexicale nombre en langage C. On pourrait ajouter donc un autre modèle, M3, tout de suite non vide de caractères appartenant à l'unité lexicale nombre, suivi éventuellement d'un point, on peut avoir un point, et d'une suite vide. Donc là, lorsqu'on parle d'un réel, on peut avoir 5,34. C'est pour ça qu'on a dit que suivi éventuellement par un point, comme on peut avoir simplement 5 qui est un réel. Alors, éventuellement d'un point
est d'une suite vide ou non de chiffres, on peut avoir 5 points tout simplement, comme on peut avoir 5.34. Le tout suivi éventuellement du caractère E, majuscule ou minuscule, et d'un lexème correspondant à l'unité lexicale nombre. Cela peut également être un point suivi d'une suite de chiffres et éventuellement du caractère E, majuscule ou minuscule, et d'un lexème correspondant à l'unité lexicale nombre. Alors, cette définition nous permet de définir le modèle de l'unité lexicale réelle. Alors, une autre définition qui va être nécessaire, et nous allons dire que nous allons appeler lexème toute suite de caractères d'un code source vérifiant le modèle MI de l'unité lexicale I. Ceci est dit, donc je reprends avec l'exemple de tout à l'heure. Si cette suite vérifie le modèle de l'unité lexicale identificateur, dans ce cas, le mot est dit lexème. Par contre, si cela ne vérifie aucun modèle, elle ne peut pas être nommée en tant que lexème, comme elle ne peut pas vérifier ni le modèle de l'unité lexicale identificateur, ni aucun autre modèle de aucune autre unité lexicale. Et dans ce cas, s'il n'est pas un lexème, c'est une certainement erreur lexicale. Donc, au niveau de l'analyse lexicale, chaque mot va être classé en tant que lexème appartenant à une unité lexicale conformément à un modèle donc donné prédéfini par le langage. Si ce n'est pas le cas, c'est une erreur lexicale. Alors, je donne quelques exemples de lexème. Alors, on dit que var est un lexème de l'unité lexicale identificateur comme il vérifie le modèle de M1. Tab, la même chose. Mat, ajouter. Donc, tout ce que j'ai utilisé ici, auquel on pourrait ajouter ce que nous avons mis au niveau de ces exemples. Donc, ça, c'est aussi un lexème puisqu'il appartient à l'unité lexicale identificateur conformément au modèle de identificateur, de l'unité lexicale identificateur. Donc, comme il respecte ce modèle, donc il est considéré comme lexème pour l'unité lexicale identificateur. La même chose pour M3, c'est il respecte M1, donc il appartient à l'unité lexicale et identificateur. D'autres exemples, la moins 10 plus 55, 2015 plus 0. Tous ces exemples vérifient le modèle de M2 qui est celui de nombre. Donc on peut avoir éventuellement plus, moins, avant une suite de chiffres. Ce qui est le cas ici. Donc ceci nous permet de conclure que les quatre exemples suivants vérifient le modèle de nombre, donc ils appartiennent à l'unité lexicale nombre, ils se sont dits comme lexème de l'unité lexicale nombre. Alors, on a dit qu'on pourrait avoir 10 points sans d'autres chiffres, donc ça, il vérifie la définition du modèle de l'unité lexicale réelle, M3. Donc, c'est un lexème de l'unité lexicale réelle de M3. La même chose pour moins 1. La même chose pour moins 0.25E3. Et la même chose pour 55.25. La même chose pour moins 4E-1. Tous ces exemples, ils nous permettent donc de vérifier l'unité lexicale réelle comme il vérifie le modèle de cette unité lexicale. Ce sont des lexèmes de l'unité lexicale réelle.
Alors, une fois on a donné ces définitions, nous allons expliquer comment les définitions que nous avons présentées vont nous permettre de donner une approche de mise en œuvre d'un analyseur lexical. Notre approche est très simple, ça sera de commencer par donner le modèle. Par la suite, une fois nous avons réussi à définir par ce modèle les divers lexèmes des diverses unités lexicales. Donc pour chaque classe, pour chaque unité lexicale, il faut préciser le modèle. Par la suite, pour chaque unité lexicale, il faut donner ce que nous allons ajouter au niveau de cette section, une expression régulière qui nous permet de dénoter le langage défini par ce modèle. La phrase que nous avons donnée qui nous permet de définir chaque unité lexicale, elle est en train de définir un ensemble de mots qui appartient à cette unité lexicale, et cet ensemble de mots qui appartient à une unité lexicale va former ce que nous allons appeler un langage qui est le langage de cette unité lexicale. Ce langage pourrait être représenté par une expression régulière, comme il s'agit d'un langage régulier. Et si pour chaque unité lexicale, nous pouvons associer une expression régulière qui nous permet de définir ce langage, ceci va nous permettre par la suite de présenter un automate qui va nous permettre de vérifier pour n'importe quel mot, que ce soit lexème ou non, de s'assurer s'il appartient à cette unité lexicale, c'est-à-dire de s'assurer s'il est un lexème, oui ou non. Alors pour ce faire, nous allons commencer par définir les définitions régulières. Et nous allons dire que une définition régulière est une suite de définitions de la forme DI égale RI. I peut aller de 1 jusqu'à n. Et chaque RI est une expression régulière conformément à ce qu'on a présenté au niveau de la première partie de l'introduction. Alors on dit que A, union D1, DI-1, va nous permettre, avec A et l'alphabet, va nous permettre de dire que chaque DI est un nom différent qui appartient à notre définition, est une définition régulière au niveau de notre expression régulière que nous allons la former par la suite. Je donne un exemple afin de ne pas de voir l'utilité de ces définitions. Et je reprends avec ce modèle. Nous allons voir que au niveau de ce modèle, nous avons une suite non vide de quoi? De lettres, de chiffres et du caractère tiré bas. Alors, ce que nous allons faire, on pourrait présenter une première définition des 1 qui n'est autre que égale à l'expression régulière de qui? De lettres. Donc, je présente une première expression régulière qui est R1. Je vais passer par la même qu'on a présentée au niveau de la définition. Et ça va être D1, c'est la définition qui est l'expression régulière de qui? C'est quoi? Donc de lettres. Par la suite, on va utiliser chiffres. Donc je vais donner une deuxième définition des deux, que je vais la noter, donc ce n'est autre que une expression régulière de qui? D'une autre composante qui a été présentée au niveau de notre modèle. Ça va être de l'expression régulière de chiffres. Je garde la même notation. Et D3, c'est l'expression régulière du caractère tiré bas qui est l'expression, donc une R3 qui est l'expression régulière du caractère tiré bas, tout simplement. Alors, ceci me permet de donner, donc faire appel à ce qu'on a présenté au niveau de la théorie de langage, au niveau de l'introduction.
Alors, une lettre, ça peut être n'importe quel caractère de l'alphabet, de A jusqu'à Z. Donc, je vais mettre comme première notation A ou B ou je vais mettre ici pour le moment 3 points. Et je vais mettre ou petit z. Et aussi, il faut ajouter ou grand A ou grand B ou 3 points pour dire jusqu'à. Donc on continue à mettre des ou jusqu'à grand Z. Alors, juste cette notation que j'ai mis ici, on va tolérer de l'écrire de cette manière. Au lieu de mettre A ou B ou jusqu'à petit z, je vais tolérer d'écrire A jusqu'à B. De A jusqu'à B avec jusqu'à Z, le dernier élément. Donc les 3 points. La première lettre de l'alphabet jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet en minuscule. Ou grand A tiré jusqu'à grand Z. Ça nous permet d'avoir toutes les lettres majuscules. Et dans ce cas, c'est la même définition des 1. Donc écrire ceci ou écrire ça, ça va être quelque chose d'équivalent. On va considérer que ceci est équivalent. Au lieu de écrire A, O, B, O, C, O jusqu'à Z, on pourrait écrire A, O jusqu'à Z de cette manière. La même chose de A jusqu'à Z majuscule de cette manière. Et on aura donc une première définition qui nous permet de donner une définition régulière des lettres qui est une composante au niveau de notre modèle. La définition de l'unité lexicale identificateur. La même chose pour chiffre, pour définir un chiffre. Donc ça devrait être de 0, donc ou 1 ou je vais mettre 3 points jusqu'à 9. Et on pourrait écrire ceci de cette manière. Simplement, il peut être un chiffre si nous avons de 0 jusqu'à 9 comme choix. Donc ceci nous donne la deuxième définition. Pour tirer bas, ça va être simplement le tirer bas au niveau de notre définition des 3. Donc des 3 qui est R3, ça va être simplement tirer bas. Ceci nous a permis de définir les diverses composantes, donner une définition régulière des diverses composantes de notre unité lexicale identificateur. Ceci donc en utilisant D1, D2, D3, je peux donner une expression régulière de notre modèle qui est l'identificateur en utilisant dans ce cas D1, D2, D3 de cette manière. Donc je peux utiliser donc tout de suite, là nous avons au niveau de la définition tout de suite de lettres chiffre tiré bas qui ne commence pas par un chiffre. Donc elle ne doit pas commencer par un chiffre. Donc au départ je peux avoir soit une lettre, soit un tiré bas. Donc une lettre ou tiré bas pour le premier caractère. Par la suite, pour le reste, je peux trouver que ce soit une lettre ou un chiffre ou tiré bas qui a été noté par D3, par la définition D3. Et là, au niveau de la suite, on pourrait avoir que ce soit un seul caractère comme identificateur, comme on pourrait avoir plusieurs. Là, on a vérifié le fait, on a cette première partie, on a la certitude que notre identificateur est composé au moins par un caractère. Donc ici, je peux avoir soit 0 prise de D1, D2, D3, soit une, soit plusieurs. C'est pour ça que je vais utiliser étoile.
Et ceci nous donne dans ce cas, en utilisant les diverses définitions régulières que j'ai présentées à partir des diverses composantes qui ont formé le modèle, ça nous a permis de construire par la suite une expression régulière de notre identificateur. À travers cet exemple, donc, nous avons vu l'utilité d'utiliser plusieurs définitions régulières afin de définir, de donner une expression régulière de chaque composante de notre modèle à part. C'est pour ça que nous allons passer par les définitions régulières. Donc là, je suis en train de reprendre ce qu'on a fait. Donc D1, il peut être les lettres. Et R1, ça va être donc de grand A jusqu'à grand Z, donc A ou B ou jusqu'à Z. Ou de petit a jusqu'à petit z, donc A ou B ou C jusqu'à petit z. Des deux, on pourrait définir l'expression de 0 à 9. Des 3, donc c'est simplement R3 égale tiré bas. Et enfin, donc, notre identificateur, il pourrait être construit par D1 ou D3, concaténé avec D1 ou D2 ou D3 avec 0 prise ou une prise ou 2 ou jusqu'à n, tout ce que vous voulez comme prise par la suite pour construire un identificateur, ce qui nous donne donc une expression de notre expression régulière de notre identificateur qui est présentée de cette manière, qui va nous permettre par la suite donc de définir le langage de tous les mots qui appartiennent à l'unité lexicale identificateur. Alors, comme définition d'attribut, on va dire qu'un attribut est toute information supplémentaire inutile pour l'analyseur syntaxique. Donc, on va la traiter au niveau de l'analyse lexicale, mais elle est utile pour les autres phases de la compilation, mais elle ne sera pas utilisée au niveau de l'analyse syntaxique. Toute information de ce genre, ça va être considéré comme attribut, et je donne quelques exemples. Donc, nous allons présenter l'exemple. Au niveau de l'analyse syntaxique, on a juste besoin de savoir si inférieur ou égal appartient à l'unité lexicale OPREL. Et au niveau de cette phase, on n'a pas besoin de faire la distinction entre inférieur et entre inférieur et égal. Alors le fait de faire la distinction au niveau de l'analyse lexicale entre inférieur et inférieur ou égal, ceci est un attribut qui peut être donc ajouté au niveau de l'analyse lexicale. Autre chose, l'analyseur syntaxique a juste besoin de savoir qu'un lexème, par exemple var, tab, mat ajouté, appartient à l'unité lexicale identificateur. C'est seulement lors de la génération de code qu'on aura besoin de savoir quelle est l'adresse qui a été accordée à ce lexème lors de la déclaration. Et lors de l'analyse sémantique, on aura besoin de distinguer le type qui a été accordé à chaque variable. L'adresse et le type des variables sont des attributs au niveau de la phase de l'analyse lexicale, car ils vont pas ajouter, ils vont même pas être utilisés au niveau de l'analyse syntaxique, la deuxième phase qui va nous permettre de connaître la grammaire, mais ce sont des informations, on attire votre attention pour vous informer que ce sont des informations qui doivent être traitées au niveau de l'analyse lexicale. Ils vont être utilisés lors de la phase de l'analyse sémantique ou lors de la phase de la génération de code, même s'ils ne vont apporter rien au niveau de l'analyse syntaxique et la vérification si le code est grammaticalement correct. Alors là, je vais parler de l'expression régulière. Donc, une expression régulière
comme on l'a défini au niveau de chapitre 1, lorsqu'on a fait un petit rappel au niveau de notre... c'est pas un rappel pour votre cas, mais on a carrément traité la partie de la théorie de langage qu'on va utiliser au niveau de la compilation. Alors, une expression régulière permet de décrire le modèle. Comme on l'a présenté actuellement, c'est un moyen qui nous permet de décrire le modèle. Et le modèle, lui, il nous permet de définir une unité lexicale sans ambiguïté. Alors, si MI appartient au langage dénoté par l'expression régulière, le modèle est formé par un langage régulier. Alors, heureusement, pour tout langage de programmation, nous avons des unités lexicales qui peuvent être exprimées par des expressions régulières car ils forment des langages réguliers. Et dans ce cas, on pourrait, pour tout langage de programmation, le classer en divers sous-langages. Chacun représente une unité lexicale et chacun est un langage régulier. Pour ce langage, on pourrait présenter une expression régulière pour le dénoter. Alors, comme propriété au niveau de la théorie de langage, nous avons un langage régulier et reconnu par un automate. Et ceci nous amène à dire que nous avons présenté cette expression régulière afin de répondre à la question si le lexème appartient oui ou non, sciemment ou on ne connaît pas s'il s'agit d'un lexème oui ou non. À la fin, est-ce qu'on pourrait le classer comme lexème qui appartient à cette unité lexicale, oui ou non? Donc pour un mot donné, pour vérifier si le mot appartient à l'unité lexicale, s'il est un lexème oui ou non, il suffit de présenter pour chaque unité lexicale une expression régulière qui permet de définir tous les mots qui appartiennent à ce langage régulier relatif à cette unité lexicale. Une fois nous avons donc défini cette expression régulière, il suffit de utiliser un automate fini pour vérifier pour chaque mot. On ne connaît pas au départ s'il appartient oui ou non à ce langage régulier. Donc l'automate, il a pour rôle de répondre à cette question si le mot appartient oui ou non à ce langage. Pour chaque expression régulière, comme on l'a vu au niveau de l'introduction, nous avons la possibilité de présenter un automate et cet automate nous permet de dire si le mot appartient oui ou non à ce langage régulier. Comme chaque unité lexicale est un langage régulier, ceci veut dire que l'automate que nous allons présenter va nous permettre de dire si le mot qui va être traité au niveau de l'analyse lexicale est bien un lexème, oui ou non. Alors, cette propriété nous permet donc de confirmer que notre approche de passer par définir le modèle, présenter l'expression régulière et par la suite vérifier tout mot traité au niveau de l'analyse lexicale appartient oui ou non à l'unité lexicale, donc il est lexème oui ou non, peut se faire à travers donc le passage par expression régulière et automate. Alors dans ce cas, on pourrait donner carrément cette propriété qui consiste pour développer, pour mettre en œuvre un analyseur lexical pour un code de programmation source, nous pouvons présenter un programme qui cherche à simuler un automate. Là, au niveau de ce que j'ai mis code source, le code source n'est correct que lorsque le langage est régulier. Donc là, tous les langages de programmation en informatique sont des langages de réguliers. C'est pour ça qu'on pourrait dire que pour développer un analyseur lexical pour un code source de n'importe quel langage de programmation, nous pouvons dans ce cas présenter un programme simulant un automate afin d'effectuer cette opération. Et vous avez actuellement une manière, une stratégie qui vous permet de mettre en œuvre un analyseur lexical. Alors, là, si vous voulez
nous allons parler de votre premier travaux pratiques et par la suite nous allons reprendre avec un autre exemple afin donc de présenter en détail ce qu'on pourrait faire au niveau de l'analyse lexicale. Juste je parle de votre premier travaux pratique. Donc au niveau de ce travail pratique, vous êtes invité à écrire une fonction permettant de reconnaître un nombre, c'est-à-dire vous êtes invité à écrire un analyseur lexical pour qui? Pour l'unité lexicale nombre. Vous êtes aussi invité à écrire un analyseur lexical pour l'unité lexicale identificateur. Et comme troisième point, vous êtes invité à écrire un analyseur lexical pour OPREL. Vous pouvez aussi ajouter un analyseur lexical pour mots-clés, un analyseur lexical de toutes les unités lexicales qu'on pourrait définir au niveau d'un langage de programmation comme le langage C. Alors pour le TP1, donc vous pouvez commencer à le travailler même si vous n'avez pas encore commencé les TP avec un autre enseignant. Je vous invite chacun à essayer de travailler donc à présenter un programme qui permet de jouer le rôle d'un analyseur lexical pour nombre, un analyseur lexical pour identificateur et un analyseur lexical pour OPREL. Alors là nous avons traité au niveau de l'exemple de tout à l'heure comment nous avons la possibilité, donc juste j'essaie de continuer mon exemple. Ici nous avons présenté une expression régulière qui nous permet de définir donc le langage des identificateurs. Alors pour faire la mise en œuvre, il suffit par la suite de présenter un automate qui représente cette expression régulière. Il va donc notre automate, il va nous permettre de présenter un automate qui prend comme paramètre un mot et par la suite l'automate va nous indiquer si le mot sera accepté ou rejeté. Accepté donc le mot c'est un identificateur, rejeté donc le mot n'est pas un identificateur. Il suffit juste de par la suite de présenter un programme qui simule cet donc automate ou un programme équivalent pour présenter un analyseur lexical, donc programmer cet automate est équivalent. Le fait de programmer cet automate est équivalent à écrire un analyseur lexical pour identificateur. Donc c'est un analyseur lexical pour identificateur. Alors là, avant de passer à faire ces étapes, à représenter l'automate et à donner une idée comment on pourrait le programmer, je vais terminer le dernier paragraphe qui consiste à présenter les erreurs lexicales. Par la suite, nous allons reprendre avec un exemple pour, si vous voulez, identificateur et nombre, présenter aussi l'expression régulière pour nombre, et nous allons donc discuter comment on pourrait passer à partir de l'expression régulière à présenter un automate et quelques indications pour le programmer. Alors juste, je termine avec le dernier paragraphe qui consiste à présenter les erreurs lexicales, et par la suite, nous allons reprendre avec la dernière partie donc qui consiste à présenter comment on pourrait mettre un analyseur lexical avec plus de détails. Le deuxième travaux pratique que vous allez normalement étudier, c'est un logiciel, si vous voulez, qui nous permet, donc il est nommé Flex. Ce logiciel, nous allons lui donner comme entrée l'expression régulière. Lui, il va faire le travail de, à partir de cette expression régulière, donc il va faire le travail de jouer le rôle d'un analyseur lexical en se basant seulement comme entrée à
l'expression régulière. Donc pour Flex, ça va être plus facile que le TP1. Il suffit juste de maîtriser le logiciel et comment l'utiliser. Par la suite, il suffit de lui donner cette expression régulière. Lui, il pourra donc faire la suite, c'est-à-dire de présenter un automate et le simuler et présenter un programme qui consiste à jouer le rôle d'un analyseur lexical à la base à partir de cette expression régulière. Donc c'est pour ça, au niveau de TP2, vous avez besoin uniquement à comprendre comment fonctionne le logiciel. Il suffit de l'installer, de comprendre, utiliser, donc comprendre comment l'utiliser, lui donner comme paramètre l'expression régulière, et lui, il va jouer le rôle de analyseur lexical. Alors, cette dernière partie, ce dernier paragraphe, donc, consiste à présenter les erreurs lexicales et nous allons ajouter un petit détail par rapport à ce qu'on a présenté au niveau de l'introduction et au niveau des divers exemples. Là, on a déjà parlé des erreurs lexicales. Ce que nous allons ajouter aujourd'hui, c'est que au niveau d'un compilateur, nous n'allons pas uniquement indiquer qu'il y a une erreur lexicale. On pourrait indiquer qu'il y a une erreur lexicale et nous allons ajouter à ça que au niveau de cette erreur lexicale, elle pourrait être corrigée de quelle manière? Le fait de présenter au niveau de votre compilateur des indications à l'utilisateur pour corriger les erreurs, ça va donner un avantage important en termes de qualité de compilation. Et à ce niveau-là, il y a pas mal de travaux qui peuvent être effectués pour améliorer la mise en œuvre donc d'un analyseur lexical en proposant une manière intelligente pour la correction des erreurs. Alors, lorsque je parle de la correction des erreurs, c'est pas uniquement lorsque nous allons proposer comme des tentatives de correction possibles pour l'utilisateur. Car si ici je reprends avec ce même exemple, si je reprends que à ce niveau nous avons une erreur donc au niveau de notre code, à ce niveau nous avons constaté qu'il y a une erreur lexicale qui est celle-là. Et ma question, que va-t-il faire le compilateur pour continuer son approche de corriger les autres erreurs? Par exemple, afin de bien comprendre ma question, si ici vous avez une autre erreur, comme celle-là. Alors, lorsque le compilateur va détecter une première erreur, pour qu'il puisse effectuer les autres analyses, les autres corrections, il doit faire de sorte que celle-là est classée comme erreur, mais je dois faire de sorte que j'arrive à corriger les autres erreurs. Et parfois, si j'ajoute au niveau de la déclaration, lui, il a fait une bonne déclaration, là où il a mis de cette manière. Il a déclaré l'utilisateur les deux identificateurs A, B, où je vais mettre ici A1 et B12. Donc ici on pourrait donc imaginer que peut-être au lieu d'écrire un A, il aurait dû écrire A1. La même chose à ce niveau. Peut-être au lieu d'écrire 12B, il aurait dû écrire B12. Alors, ceci est dit, le compilateur ne va pas continuer à corriger les autres erreurs s'il n'a pas une estimation de l'erreur. Et cette estimation sera peut-être décisive et capitale au niveau de la suite de la compilation. C'est pour ça qu'on dit à l'étudiant, si vous n'arrivez pas à comprendre comment votre compilateur est en train d'analyser les erreurs, commence par corriger la première erreur, par la suite recompile à nouveau votre code. Parfois, lorsque vous cliquez sur compiler, le compilateur va vous indiquer une vingtaine d'erreurs. Si vous corrigez seulement
la première et vous faites une autre compilation, à nouveau, il va vous indiquer 2 ou 3. Et pourtant, vous avez corrigé une seule. Car la correction des erreurs pourrait corriger d'autres erreurs mal détectées par le compilateur. C'est pour ça que j'ai dit que au niveau de l'analyse lexicale, il y a cette manière de classer les divers mots au niveau des lexèmes, des unités lexicales en tant que lexème. Si cette opération va s'effectuer correctement, ça c'est bon, mais en cas de la présence des erreurs, il faut ajouter à ça une approche de comment faire pour continuer à faire la compilation, car on ne va pas s'arrêter au niveau de la première erreur et indiquer à notre utilisateur qu'il y a une seule erreur, mais on doit lui indiquer qu'il y a d'autres erreurs par la suite. Pour continuer à faire, il faut classer déjà le mot en tant que lexème ou l'ignorer pour qu'on puisse continuer notre analyse de compilation à travers les diverses phases. Ceci est dit, donc une erreur lexicale, donc la définition qu'on a présentée au niveau de l'introduction si vous voulez. Et on a commencé déjà par ça, par présenter une erreur lexicale, syntaxique, sémantique. On pourrait la définir de cette manière. Une erreur lexicale se produit lorsque l'analyseur est confronté à une suite de caractères qui ne correspond à aucun modèle, c'est-à-dire elle ne peut pas être classée en aucune des unités lexicales, donc elle n'est pas considérée comme lexème. Alors, à partir de cette définition, si le compilateur va rencontrer une, je vais dire exprès, une erreur de frappe, là où l'utilisateur de votre programme a tapé ESLE à la place de ELSE. Donc il a inversé les deux caractères S et L. Ici, si nous allons utiliser l'analyseur lexical, le mot ESLE va être considéré comme identificateur. Et ça va pas être considéré comme une erreur de frappe au niveau de l'analyse lexicale. C'est uniquement au niveau de l'analyse syntaxique qu'on va constater que peut-être on pourrait détecter que l'utilisateur a mal utilisé ce mot-clé. Mais au niveau de l'analyse syntaxique, lexicale, la première analyse, la première phase, au niveau de l'analyse lexicale, déjà, on pourrait classer E, S, L, E. Au niveau de l'unité lexicale identificateur, je reprends avec notre exemple. Donc là, le développeur, il va ajouter ici, au niveau de la 9e ligne, il peut ajouter donc, au lieu d'écrire else, il va écrire E, S, L, E. Et E, S, L, E, il vérifie le modèle de identificateur. Pour l'analyse lexicale, sans aucun problème, le mot 4 ESLE va être classé. Donc si je prends un mot 4 qui a été écrit par le développeur, il va vérifier donc la définition de identificateur et pour cela il va être classé comme au niveau de l'unité lexicale identificateur, alors que celui qui est en train de développer, et si on essaie de voir un peu la syntaxe de if, on pourrait constater qu'ici il y a une erreur de frappe. Au niveau de l'analyse lexicale, rien ne va être signalé, mais on pourrait constater ça au niveau de l'analyse syntaxique. Pour l'autre erreur possible, s'il a tapé un i, peut-être il veut taper simplement 1 et peut-être il veut
taper I1 ou I, là où 1 a été tapé de plus. Ma remarque que j'ai signalée avant de commencer ce paragraphe, c'est que comment nous allons faire pour continuer notre analyse lexicale alors qu'on ne connaît pas ce que l'utilisateur veut faire. On doit estimer une manière pour corriger l'erreur, pour ne pas avoir des erreurs lexicales, afin de continuer notre analyse. Cette estimation, si elle n'est pas correcte, elle va faire de sorte que toutes les erreurs qui vont être détectées par la suite ont été déduites à base d'une correction fausse et donc toute l'autre analyse va être erronée. C'est pour ça qu'on dit que il faut trouver un moyen et pourquoi pas ne pas travailler à améliorer le moyen d'estimer les erreurs présentées par le développeur. C'est pour ça que je vous dis que parmi les méthodes qu'on pourrait ajouter à un analyseur lexical afin de présenter carrément une amélioration au niveau d'un analyseur lexical, si vous allez poser les questions à des enseignants de travaux pratiques de programmation en langage C, ils vont vous dire que la plupart des étudiants sont en train de commettre pratiquement des erreurs personnelles. Et même si nous allons les corriger, ils vont toujours reprendre presque les mêmes erreurs. C'est-à-dire, pour un étudiant X, il y a 4 ou 5 erreurs qui va toujours les refaire. Alors, si on trouve un moyen que ces erreurs vont être mémorisées, les corrections vont être mémorisées, dans ce cas, on pourrait lui aider au niveau des propositions en se basant sur ce qu'il a corrigé et validé pour lui proposer de nouvelles corrections et prendre ça en premier lieu lorsque nous allons estimer les erreurs de cette personne. Donc, c'est ce que, si vous voulez, Google est en train d'utiliser lorsqu'il présente des moteurs de recherche. Il se base sur votre propre expérience et sur ce que vous allez valider au niveau de votre recherche pour présenter donc si vous voulez, une recherche au niveau d'un moteur de recherche comme Google qui est adapté à chaque personne, à chaque utilisateur. La même chose, on pourrait s'inspirer de ça pour présenter de manière pour corriger les erreurs. Alors, les méthodes qui peuvent exister, qui sont en train d'être utilisées dans les compilateurs d'aujourd'hui, on utilise le mode panique, ignorer les caractères qui posent problème et continuer à faire le processus de l'analyse lexicale, syntaxique, sémantique, c'est-à-dire le processus de compilation. Transformer le code source, insérer un caractère, remplacer, échanger, et ceci ne peut pas se faire de manière arbitraire, il doit se faire en se basant sur une estimation de l'erreur. Et je peux vous dire que l'utilisation ici de l'intelligence artificielle pourrait améliorer donc les estimations, car si la plupart des étudiants, lorsqu'ils trouvent des erreurs de compilation, ils trouvent des difficultés à les corriger, ceci pourrait s'expliquer par le fait que les compilateurs ne sont pas très efficaces en mode de proposition de correction. Et généralement, tellement que les compilateurs ne sont pas très efficaces, on demande aux étudiants de corriger simplement la première erreur et refait la compilation, ça va vous aider mieux. Ça va vous permettre de corriger les diverses erreurs que vous avez plus rapidement. Alors avec ça, on arrive à la fin de ce chapitre. Alors dans ce chapitre, nous avons présenté donc les diverses définitions et notations relatives à la première phase de la compilation qui est l'analyse lexicale.
Nous avons présenté une approche de mise en œuvre d'un analyseur lexical qui se base sur le fait qu'il faut définir le modèle de chaque unité lexicale. Par la suite, une fois le modèle est défini, nous allons associer à ce modèle une expression régulière. Cette expression régulière va être représentée par la suite sous forme d'un automate. L'automate va nous permettre de, pour chaque mot traité au niveau de l'analyse lexicale, de vérifier si on a la possibilité d'accepter le mot et le classer au niveau de l'unité lexicale relative, ou nous allons simplement considérer qu'il y a une erreur lexicale. Au niveau des erreurs lexicales, nous avons parlé donc comment nous allons détecter les erreurs, et nous avons aussi parlé là où il y a une amélioration possible au niveau des divers analyseurs lexicaux qui existent aujourd'hui. On pourrait travailler à l'amélioration de la correction qui doit se faire afin que le compilateur finisse les diverses phases de compilation en se basant sur ce genre de correction. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons prendre un autre exemple. Là, on a défini le modèle et on a défini l'expression régulière pour le modèle identificateur. Vous êtes invité pour la prochaine séance de définir le modèle de l'unité lexicale, donc nombre, vous l'avez au niveau de votre cours, mais essayez de commencer par l'écrire et à partir de ce modèle, essayez de trouver les diverses définitions régulières pour le modèle nombre, donc toute suite de chiffres qui commencent éventuellement par plus ou par moins, et cette suite doit être non vide. Donc, il faut donner donc les définitions régulières et l'expression régulière relative. Pour cette présentation du modèle identificateur, donc je vous invite pour la prochaine séance de présenter l'automate relatif et vous pouvez donc commencer votre travail pratique qui consiste à présenter un programme qui joue le rôle de l'automate et qu'il va, pour chaque mot entré, il va vérifier si ce mot peut être classé au niveau de l'unité lexicale identificateur. Si vous arrivez donc à présenter l'expression régulière pour l'autre unité lexicale qui est le nombre, donc essayez de partir par l'expression régulière, présenter l'automate et chercher aussi donc un programme qui cherche à simuler, donc à faire la simulation de votre automate. Alors là, on arrive à la fin de cette séance. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Alors, prière de faire le travail, c'est-à-dire de compléter l'automate pour l'unité lexicale, donc identificateur. Faites la même chose, présentez aussi bien l'expression régulière que l'automate pour l'unité lexicale nombre en partant du modèle qu'on a présenté aujourd'hui au niveau du cours. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition.